Christian est arrivé. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Bonjour. Ben, pardon. Bonjour à tout le monde et bienvenue à l'atelier l'atelier qui porte sur la sensibilisation à l'intimidation en milieu scolaire qui était programmé aujourd'hui le 21 septembre à 10 heures. Nous avons ici comme panélistes qui vont nous entretenir sur le sujet Monsieur Luc Givignol, qui est écrivain et d'ailleurs qui a produit un livre sur la question de l'intimidation, dont il pourra nous glisser quelques mots très intéressants à propos du sujet. Et deuxièmement, on a Madame Annette Jean-Jacques, qui est enseignante de formation, qui a accepté comme ça de venir ici partager son savoir et ses compétences par rapport aux situations déjà vécues, mais aussi de pouvoir proposer des stratégies pour anticiper les situations qui pourraient arriver à l'avenir. Pour présenter cet atelier, je suis avec ma collègue Séraphine Ducy de Seine Coaching, à qui je vais passer la parole pour qu'elle vous dise un bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu ce matin pour un autre atelier de sensibilisation sur l'intimidation en milieu scolaire. Fait que je ne vais pas tarder, je vais laisser la parole à Monsieur Luc pour commencer avec le sujet. Bon, alors, bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur Luc. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, c'est assez bref, c'est sur à pied levé que j'ai accepté d'être avec vous virtuellement ce matin, en remplacement de Karel Blais, que je salue bien bas, si elle nous écoute, parce que cet atelier était désormais enregistré. Donc, comme on dit en jargon policier, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Voilà. Alors, que dire sur l'intimidation, comme dirait Duplessis? L'intimidation, pour résumer, j'ai pris des notes sommairement. Je ne sais pas Théo, si on peut les afficher en PowerPoint, en partage d'écran. Ça m'aiderait. De toute façon, je les ai notés ici à la main. Donc, Donc, je pourrais vous donner la main. Vous pouvez partager votre écran si vous l'avez. Ou alors, je l'ai pas directement avec moi, là, mais si tu peux la trouver. le document que vous m'avez partagé. Oui, le document, je t'ai partagé, oui. OK, ben, je vais le partager sur l'écran là tout de suite. Ouais, Devant moi. c'est accessible. Sinon, je vais aller voir de mon propre côté. Bon, c'est pas. Oui, exactement. Est-ce qu'on peut grossir en zoom, agrandir un petit peu? Oui, oui. Oui, oui, c'est beau, merci. Un petit peu encore plus. Un petit peu. Un petit peu. Oui, c'est bon, on ne bouge pas. Merci. Bon, alors, en trois grandes lignes de pensée, mon vécu de l'intimidation, d'abord, le schéma de l'intimidation, qui est en fait le modus operandi, puisque l'intimidation, à certains égards, est considérée comme étant un acte criminel, parce que, bon, je pense entre autres à la cyberintimidation, à l'article 241 du Code criminel fédéral. J'en parle d'ailleurs dans mon livre, dans mon roman, dans la fiction. Le schéma de l'intimidation, le modus operandi, comme je le disais, ça s'opère en trois étapes, comme vous l'indique le titre de la rubrique. Premièrement, ça commence toujours par l'intimidation psychologique. C'est du chantage affectif, ça se traduit par du chantage affectif ou de la manipulation des sentiments qui se manifeste entre autres par l'arnaque. Il y a aussi le fait que c'est subconscient. Tout ce que je vais vous dire, ça s'opère d'abord dans le subconscient en règle générale,
et ça se traduit de façon ensuite plus ou moins consciente. Ça, c'est la première étape, l'intimidation psychologique. Deuxième étape, qui est un peu plus, on va un peu plus vers le conscient, l'intimidation verbale. Ça se traduit souvent par des insultes, par des menaces de voies de fait ou des menaces de mort, et ainsi de suite. Et enfin, troisième étape, l'intimidation physique qui se traduit par le passage, évidemment, de la parole aux actes, tel que mentionné dans l'intimidation verbale. On passe du verbal au physique, donc on passe de la parole aux actes, c'est-à-dire la mise à exécution pure et simple des menaces que j'ai citées plus haut. Si on fait dérouler un peu le document, je vais vous parler un peu plus de la définition de l'intimidation, ce qu'on en dit. D'abord, dans le dictionnaire, c'est l'intimidation, ça se traduit linguistiquement parlant par l'action d'intimider avec comme but de causer de la timidité ou de la gêne envers quelque chose ou envers quelqu'un. Ça, c'est la définition que donne grosso modo le dictionnaire de l'intimidation, que ce soit le dictionnaire Robert, que ce soit le dictionnaire Larousse ou n'importe quel autre. J'ai l'air de sonner un peu vieille école là, quand je parle de dictionnaire, c'est parce que ça trahit mon âge, un dictionnaire en papier. Là, vous voyez ce que je veux dire? Là, je ne parle pas des Wikipédia de ce monde. Par extension, et dans les faits, j'ajouterais même, l'intimidation, ça consiste ni plus ni moins à altérer les émotions et ou les sentiments chez quelqu'un afin de provoquer un changement comportemental, c'est-à-dire une altération de son comportement. À savoir, est-ce que c'est comme pour le placer sur la défensive? C'est une attaque plus ou moins subtile qui place l'autre ou la victime, entre parenthèses, sur la défensive. Elle se dit, elle développe des stratégies d'autodéfense pour échapper, si vous voulez, au regard d'autrui, au regard inquisiteur, de l'intimidateur ou des intimidateurs. Je vous parlais de l'article 241 du Code criminel fédéral, j'y arrive. Cet article-là en a élargi la définition en y ajoutant la notion du dénigrement de la victime, que ce soit en lien avec ses traits distinctifs, surtout, ce qui la caractérise dans sa différence intrinsèque et humaine, tant au niveau du caractère que de la culture ou de l'apparence physique. Ça peut être aussi la couleur de peau, ça peut être aussi la langue maternelle, ça peut être les convictions religieuses, ça peut être les orientations sexuelles dites atypiques, etc., etc., etc. Et troisième grande ligne de pensée, je vais vous résumer, grosso modo, mon expérience vis-à-vis l'intimidation en tant que victime. C'est mon histoire c'est mon vécu en tant que victime. Je pense qu'on peut arrêter le partage d'écran. Je vais prendre le plancher si tu le permets, Théo. D'accord, monsieur. D'accord. Alors, donc, mon vécu, parce que ça a commencé par, on va dire, une mauvaise blague, ou ce qu'on appelle, en bon québécois, une joke de mon oncle. C'est un oncle, justement, qui m'a dit, pour la toute première de trop innombrables fois, il l'a répété maintes et maintes fois, parce que lui et moi, on habitait sur la même rue. Il a répété ceci, je cite, « Salut, lettre, Christ que t'es lettre, toi. » Je l'ai cité mot à mot. Désolé pour les sacres, mais il n'y aura pas de montage, je vous le dis, c'est enregistré. Comme je vous l'ai dit tantôt, tout ce que vous dites sera retenu contre vous, comme disent les policiers. Donc, j'ai cité cet oncle qui m'a répété cette blague de très mauvais goût, il va s'en dire, maintes et maintes fois, peut-être 988 milliards, 199 millions, je ne sais plus combien de fois. Là. Il l'a répété même jusque sur le bord de sa tombe. Et il a dit ça à l'enfant de 5 ans que j'étais à l'époque. J'étais comme ça, là, haut comme ça. Et à partir de là, dans ma tête, je me suis dit, oh, bye bye l'estime de soi, bye bye la confiance en soi.
qui vient d'être, comme résultat, complètement démoli et réduit à néant par ce qu'on va appeler un choc post-traumatique. Dans le jargon de la psychiatrie ou de la psychologie, c'est selon. Le choc post-traumatique, c'est un événement marquant qui reste tatoué dans notre esprit et dans nos tripes à vie, dans notre cœur aussi, à vie, pour toujours, pas jusqu'à ce que mort s'en suive, mais jusqu'à ce qu'on se retrouve entre quatre planches et 6 pieds sous terre. Ça, c'est ce qui en résulte, entre autres, de ce trauma-là, qu'on appelle aussi SPO dans le jargon militaire, qui est le syndrome post-opérationnel. Parlez-en aux vétérans du Vietnam et à d'autres conflits armés, toutes forces armées confondues nationales, que ce soit les forces armées canadiennes ou n'importe quel autre pays, ils vont vous le dire, un choc post-traumatique, ça a des conséquences non négligeables sur leur vie. Donc, à partir de il y en a résulté de ce trauma-là. Il y en a résulté aussi, comme résultat des courses, une timidité maladive dans mon cas à moi, en société. Il en a résulté un caractère renfermé, donc solitaire, ce qui a fait qu'en me voyant seul dans mon coin, m'a donné à des activités intellectuelles, artistiques et souvent en solo. Il y a des gens qui en ont vite conclu, à tort, que j'étais gay, que j'étais un homosexuel. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est absolument pas vrai. Je tiens à le dire. Et à partir de là, ils m'ont méchamment, on va le dire, tiré la pipe avec des plaisanteries, eux aussi, des blagues, comme celle de mon oncle, mais des blagues tendancieusement, pour ne pas dire carrément, homophobes. Et c'était, je vous le dis, du harcèlement. Ça sortait au même rythme qu'un fusil mitrailleur à je ne sais pas combien de balles à la seconde. J'exagère peut-être, mais à peine, à peine. Ça, c'est la conséquence du harcèlement. Et j'enchaîne rapidement. C'est du même type que les blagues que mon oncle a dit sur mon apparence physique. Et même mon oncle s'est laissé prendre au jeu. Il a embarqué dans le sillon de ces gens qui m'ont traité d'homosexuel. Il a même émis des blagues homosexuelles. Il a même conclu que Baladeur ferait en sorte que je crèverais un jour homosexuel. C'est complètement faux, je le répète. Les conséquences de ça, au point de vue psychologique, il y a eu des névroses, un développement de névrose, d'anxiété, issus de ce harcèlement incessant, je vous le répète, qui auront fait développer des pensées apparemment schizoïdes, selon les critères de l'époque, je tiens à le préciser, et schizoïdes, donc de schizophrénie, un début de schizophrénie latente, toujours selon les paramètres de l'époque, ce qui m'aura conduit à une tentative majeure pour mettre fin à mes jours, abréger le fil de mes jours. Bon, si je n'y avais pas survécu, je ne serais pas là à vous en parler de vive voix en ce moment même. Oui, j'y ai survécu, mais à quel prix? À quel prix? Au prix de la stigmatisation, au prix d'un diagnostic qui fait en sorte que je suis stigmatisé, l'un ne va pas sans l'autre. Et enfin, le début de mon rétablissement, puisqu'il y a quand même une lueur d'espoir. Le début de mon rétablissement, ça a été sur ma propre initiative, mais envers et contre tous. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à m'assumer dans on va dire, mon coming out permanent de schizophrène, de porteur de cette vilaine étiquette, parce que comme dit mon homonyme, je suis beaucoup plus qu'une étiquette, beaucoup plus qu'une maladie, je suis une personne et non pas une maladie. Ça, c'est l'autre Luc Vigneault qui dit ça. Et il a raison. Ce que j'allais ajouter là-dessus pour terminer, je répète que je vais terminer, mais c'est promis, je vais achever un jour. J'ai fait des choix, justement, dans le début, pour le processus de mon rétablissement, des choix en vertu de mes besoins et non pas de ceux et celles de monsieur et madame tout le monde qui me disaient à ta place, je ferais ci, ça, je ferais ci, comme ça, etc., etc.
Donc, moi, j'ai tenté de faire fi de tous ces commentaires-là, à savoir des gens qui me conseillaient, entre guillemets, d'adopter leur mode de comportement et leur mode et leur façon d'être. Je voulais être ce que j'étais et ce que je suis encore aujourd'hui. C'est pourquoi je me présente aujourd'hui presque mise à nu, comme je le fais depuis quelques minutes déjà. Donc, je pense que j'ai assez parlé comme ça. Sur ce, je vais refiler la rondelle, comme on dit dans le jargon du hockey. Je ne sais pas si elle est prête, Madame Annette Jean-Jacques, pour qu'elle puisse nous parler de son expérience. Est-ce que vous pourriez décliner votre titre, Madame Annette Jean-Jacques, s'il vous plaît? D'abord apparaître à la caméra. Merci. Oui, j'ai quelqu'un à sonner à la porte, c'est quelqu'un de la SPCA qui voulait savoir si on avait des animaux. Les joies du télétravail. Et il insistait, là. Je me suis dit, mon Dieu, ça doit être une urgence. Bon, voilà, donc mon nom, c'est Annette Jean-Jacques. Je suis enseignante au niveau secondaire dans les classes d'adaptation scolaire, plus précisément la clientèle FMS, donc formation des métiers semi-spécialisés. Je dois dire que la majorité de mes élèves donc à cette école sont d'origine haïtienne. C'est vraiment une classe multiculturelle, si on peut le dire comme ça. Aussi, je suis coach pour les parents de la diversité, donc j'offre un service d'accompagnement aux parents de la diversité qui font face à des enjeux, que ce soit au niveau scolaire, donc quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas bien comprise, ou de l'abus, de l'intimidation aussi, peu importe. Donc moi, j'accompagne ces parents-là. Je ne les représente pas, mais je les accompagne. Aussi, je suis animatrice d'une émission de radio qui est axée sur l'éducation. Ça s'appelle L'éducation, parlons-en, où on parle uniquement d'éducation, de tous les enjeux de l'éducation pour faire comprendre le système d'éducation aux familles, aux gens de la communauté afro-descendante. Alors voilà. Donc, quand j'ai vu l'annonce pour parler d'intimidation, ça m'a interpellée et j'ai tout de suite proposé, si on peut le dire, ma candidature pour le faire. Malheureusement, les 3 derniers jours, j'ai été clouée au lit. J'ai été malade d'une labyrinthite, mais ce matin, je ne suis pas à 100%. Je ne sortirai pas pour courir un marathon, mais je peux faire de mon mieux quand même. Alors donc, l'intimidation donc en milieu scolaire, c'est sûr qu'on en est beaucoup témoins. Moi, je peux dire que j'ai des élèves qui ont déjà été victimes. Il y a 2 ans de cela, j'ai un de mes jeunes qui a été victime, qui a été battu, frappé à coups de marteau. Ça a fait les journaux, ça a fait les nouvelles. C'était un de mes élèves. Quand je l'ai su le soir même que c'était mon élève, écoutez, j'ai pleuré comme un bébé parce que ça m'a fait mal. C'est un très bon jeune. Il est grand, il est costaud, mais il ne tuerait même pas une mouche, là, tellement qu'il est gentil, qu'il est calme. Mais c'est le jeune qui a été attaqué à coups de marteau. Erreur sur la personne, je ne sais pas. Et par la suite, il a eu peur de revenir à l'école. Il fallait que l'éducatrice aille le chercher à tous les matins. Il voyageait en taxi pour venir à l'école. Il fallait que l'éducatrice aille le recevoir le matin, l'accompagne sur l'heure du dîner. Sur l'heure du dîner, la plupart du temps, il passait cette heure-là soit avec moi ou avec l'éducatrice. Et à la fin de la journée, il devait quitter plus tôt pour aller prendre le taxi. Ça a été très difficile parce que le jeune victime, c'est lui qui était doublement victime du système. Pendant plusieurs semaines, le temps qu'il ne fréquentait pas l'école, il n'y a pas eu de service. Donc, le jeune était encore victime. Je pense que ça a été pas très bien géré, je dirais. Ça n'a pas été très bien géré, en tout cas, en ce qui a trait à ce jeune-là qui était victime et qui a dû perdre plusieurs journées, même des semaines de cours. Donc, il a dû redoubler. Il a perdu son année.
C'est vrai qu'il était déjà en difficulté, ça je l'admets, mais quand même, c'est sûr que l'attaque n'a pas aidé. C'était des coups de marteau qui étaient portés à la tête, hein. Donc, il avait de sévères migraines pendant toute l'année, ce jeune-là. Et maman a dû déménager, quitter le nord de la ville pour aller, je pense qu'ils sont rendus quelque part sur la rive sud présentement. Donc, vous voyez tout ce que ça a pu engendrer, comment ça a dégénéré, tout ce que ça a pu apporter comme difficulté, comme problème à la famille, une famille qui a été victime. Maintenant, pour ce qui a trait vraiment l'intimidation en milieu scolaire, il faut savoir que chaque école, selon la loi, chaque école doit avoir un plan de lutte pour prévenir et lutter contre l'intimidation. C'est un plan de lutte selon la loi. Toutes les écoles ont l'obligation de l'avoir. Le parent doit être au courant, le jeune doit être au courant. Moi, à mon école, c'est dans l'agenda. Ce sont les premières pages de l'agenda et ça fait partie du code de vie. Donc, les parents signent le code de vie, donc les parents sont au courant. Et dans ce protocole, donc pour lutter contre l'intimidation, il y a cette gradation. Donc, premier événement, qu'est-ce qui se passe? Deuxième événement, troisième événement. Ce qu'on demande, ce qui est important que les parents doivent faire comme travail, c'est d'encourager votre jeune à porter plainte, qu'il soit victime ou qu'il soit tout simplement témoin. C'est sûr qu'il y a la loi de l'omerta hein, qui fait en sorte que les jeunes vont avoir peur de porter plainte. L'année dernière, j'ai accompagné un jeune qui était victime d'intimidation à son école. Il n'en parlait pas à l'école. Il avait peur. Par contre, lorsqu'il rentrait à la maison, c'était un jeune qui est devenu violent, qui claquait la porte, qui ne voulait rien savoir, qui se renfermait sur lui-même, qui avait peur d'aller sur les réseaux sociaux parce qu'il faut savoir que c'est aussi, il y a la cyber-intimidation aussi à laquelle on fait face. Donc, ce jeune-là était en détresse. J'ai accompagné la maman, j'ai accompagné les parents à l'école parce que l'école ne voulait rien mettre en place, prétextant que les difficultés n'avaient rien à voir avec l'école. C'est un jeune qui tenait des propos suicidaires, mais l'école disait, oui, mais ça ne se passe pas à l'école. La violence dont vous nous parlez, nous, on n'en est pas témoin à l'école, mais on vous dit que les raisons, les causes proviennent de l'école. Oui, mais on l'a rencontré le jeune et il nous a dit que tout allait bien. Mais nous, comme parents, donc moi, j'ai dû accompagner les parents, essayer de faire comprendre à l'école ce qui n'allait pas. Par contre, lorsqu'un geste a été posé vis-à-vis d'un autre élève, là, le jeune a été suspendu. Alors que c'était lui qui était victime d'intimidation à son école. Donc, ce qui est bien, c'est que les parents l'ont écouté. Écoutez, ce que je voulais dire, c'est qu'il en a parlé une fois à son père, mais par la suite, il s'est fermé. Il s'est refermé, il n'a plus voulu en parler, mais on l'a vu le changement chez le jeune. Il est devenu plus irritable, il s'irritait plus facilement, il s'énervait contre la fratrie, contre le frère, contre la sœur. On pouvait vraiment déceler qu'il y avait un problème, qu'il y avait une difficulté qui se vivait, mais l'école refusait de comprendre, l'école refusait de mettre en place ce protocole, ce plan de lutte contre l'intimidation. Le jeune jouait au football, donc il avait peur qu'on le prenne pour un stooleur, quelqu'un qui stoule. Donc, il voulait montrer que ça allait bien, mais c'était un jeune qui était en détresse. Et on a dû vraiment forcer la main de la direction pour qu'ils prennent leurs responsabilités dans ce dossier-là. Et on a pu savoir c'était qui ceux qui étaient les coupables qui intimidaient le jeune. Il y a eu des rencontres, les parents ont été avisés et ce jeune a pu terminer l'année scolaire quand même bien. Une autre jeune que j'ai accompagnée, toujours en banlieue, hein, c'est toujours des écoles en banlieue, malheureusement.
cette jeune-là qui était victime d'intimidation, mais l'intimidation ne provenait pas uniquement des jeunes, mais aussi des adultes. Donc, d'enseignants qui savaient que les parents prenaient des recours et qui le disaient devant la classe. Donc, qui faisait honte à la jeune fille. Et la jeune fille a écrit une lettre de suicide. Elle a voulu se suicider. Elle a même tout détaillé, le plan qu'elle avait pour se suicider. Mais encore là, la jeune, encore là, l'école n'a rien voulu faire. L'école n'a pas voulu croire. L'école a même accusé la jeune de dire, mais comment ça, elle écrit des lettres et puis elle met d'autres jeunes au courant. Donc, elle est en train de rendre les jeunes complices de... Écoutez, ça a été un cauchemar pour l'année scolaire de cette jeune-là. Elle ne voulait plus aller à l'école. Elle refusait d'aller à l'école et étant donné à chaque fois que la maman voulait l'amener à l'école, c'était une petite fille de 11 ans, 11-12 ans. Elle ne voulait plus aller à l'école. Elle a vécu ça pendant 3 ans à son école et l'école obligeait la maman à la retourner. Moi, j'ai dit à la mère, pour aucune raison, pour rien au monde, tu ne retournes cet enfant à l'école. L'enfant menace de se suicider. Moi, ce qui est important pour moi, ce n'est pas que l'enfant va apprendre à l'école, c'est que l'enfant reste en vie. Pour moi, c'était ça qui était la priorité, c'est que l'enfant reste en vie. Alors, la maman a fait ce qu'elle devait faire. Elle a amené l'enfant à Sainte-Justine. Elle a été consultée, elle a rencontré un psychiatre et tout. L'école demande à la maman quand même en fin d'année, il faut que l'enfant revienne à l'école. La maman refuse, alors on fait une plainte à la DPJ. Moi, j'avais avisé la maman, j'ai dit, regardez ce que vous allez faire. Dans un premier temps, vous allez vous-même écrire à la DPJ pour leur dire que vous avez pris la décision de faire l'instruction de votre enfant à la maison pour le reste de l'année. Il restait quelques semaines. Vous allez faire l'instruction à la maison. Vous demandez à l'école de vous accompagner de telle façon. Vous envoyez aussi une lettre au ministère de l'Éducation pour leur demander la permission de faire ci, de faire ça. Et vous faites aussi une plainte au protecteur de l'élève. Écoutez, ça a été un cauchemar jusqu'à la fin. L'école a continué à harceler, à envoyer des courriels, des appels et soudainement, tous les courriels disparaissaient. On avait reconnu que oui, effectivement, qu'il y avait eu de l'intimidation, mais ces courriels ont disparu soudainement. Donc, la maman n'avait plus de recours. Elle n'a pas eu, je veux dire, le flair pour tout de suite enregistrer les courriels. Ça n'a pas été fait, malheureusement. Malheureusement, l'enfant a dû retourner à l'école à la fin de l'année pour faire tous ses examens. Donc, dans le bureau de l'éducatrice, dans le bureau de la direction, je ne sais pas trop. Et à chaque examen, elle était rendue en 6e année, donc pour aller au secondaire. Donc, c'était ses derniers examens. Et on lui a fait comprendre que oui, l'enfant va graduer, mais l'enfant ne pourra pas faire partie. Il y avait une cérémonie de remise de diplôme. On l'a exclu de cette cérémonie-là. La direction a décidé de l'en exclure. L'enfant a pleuré les larmes de son corps. Ça a été difficile pour la petite cocotte. Une chance qu'il y a la famille qui l'encadrait. Les parents sont quand même des gens qui sont instruits, qui ont pu aller chercher l'aide, qui sont venus me chercher. Je leur ai offert cet accompagnement-là. Imaginez-vous les gens qui n'ont pas tout ça. Imaginez-vous les gens dont les enfants sont victimes d'intimidation, mais qui ne savent pas où aller chercher les ressources, qui n'ont pas les ressources. La grand-maman est très, très, très présente dans la vie de la jeune. Les parents sont très présents. Ils ont pu aller chercher les bonnes ressources pour accompagner leurs enfants. Donc,
Au final, l'enfant est quand même retourné faire les examens, mais il y avait toujours un membre de la famille qui l'accompagnait et qui restait avec elle. Donc, on la déposait, on l'attendait jusqu'à la fin. Elle faisait son examen et après pouvait retourner à la maison avec l'accompagnateur, l'accompagnatrice. Donc, comme coach pour les parents de la diversité, je suis témoin de ces gestes, de ces actes d'intimidation, j'accompagne ces parents-là et je suis contente de pouvoir le faire. Très sincèrement, jusqu'à présent, je le fais bénévolement parce que ce sont soit des gens de mon église, ou bien des gens nouvellement arrivés qui n'ont pas les moyens de me payer, ou des amis, des gens de mon entourage pour qui je le fais. Je suis contente de pouvoir le faire. En même temps, ça me donne aussi une bonne expérience, mais je pense que ça va prendre vraiment un changement. Il faut que les parents soient sensibilisés. Très souvent, on a aussi, je parle pour ma communauté, on a aussi cette façon de faire que lorsque le jeune vient se plaindre, on ne va pas toujours croire ce qu'il nous dit. On va lui dire, ah mais non, c'est pas grave, c'est rien. Il faut prendre au sérieux ce que nos jeunes nous rapportent. Il faut les prendre au sérieux, il faut prendre le temps de les écouter et même d'aller de l'avant en leur posant des questions clés, à savoir, pas uniquement comment a été ta journée aujourd'hui, c'est dans le coup, est-ce que tu as mangé avec une amie aujourd'hui, un ami? Pendant les travaux d'équipe, avec qui tu as travaillé aujourd'hui pendant les travaux d'équipe? Avec qui tu t'es tenu aujourd'hui pendant la récréation. Donc, c'est vraiment de poser des questions clés. Je pense que chaque personne, on connaît son jeune, on sait on le connaît, on sait quand on voit que le comportement change aussi, le jeune qui commence à s'isoler dans sa chambre, le jeune qui rentre, claque la porte, va s'enfermer dans sa chambre, ou le jeune qui devient violent, qui ne parle plus, qui se renferme sur lui-même. On peut faire face à un mutisme complet chez le jeune. À ce moment-là, il faut s'asseoir, il faut se poser des questions, il faut investiguer. Si vous êtes témoin ou si votre jeune vous rapporte qu'il y a eu de l'intimidation, soit envers lui ou envers un autre jeune, tout adulte, vous avez l'obligation de faire une plainte, d'appeler les personnes responsables. Donc, vous devez appeler à l'école, comme je l'ai dit. Il n'y a aucun centre de service qui veut apparaître dans les médias. Aucun. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Donc, si vous connaissez vos droits, si vous êtes capable de vous assurer que le protocole est respecté, il y a eu, et vous savez, ça va toujours dépendre de la gravité du geste. Ce n'est pas nécessaire de faire les 3 étapes du protocole. Si la première action, le premier geste qui est posé dépasse l'entendement, c'est vraiment de la pure violence gratuite, on n'est pas obligé d'attendre 3 étapes. Ce jeune-là peut être expulsé immédiatement de l'école et il peut même avoir une plainte aussi, via la police aussi. On peut porter plainte aussi à la police. Il ne faut pas, je sais que dans la communauté haïtienne en particulier, on est très chrétien et on prône beaucoup le pardon. Oui, le pardon, mais votre jeune est victime. Ce jeune est victime, puis si vous ne faites rien pour l'accompagner, il va vivre la trahison de ses parents parce que mes parents m'ont trahi, ne prennent pas ma défense. Vous devez prendre la défense de votre jeune, vous devez l'accompagner dans ce processus-là, l'accompagner à l'école, l'accompagner s'il doit rencontrer des intervenants, que ce soit psychologue, psychoéducateur ou peu importe, parce que oui, on a les ressources et ça peut se rendre aussi loin. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'en aurais peut-être une. Oui, allez-y. Dans une forme de commentaire, question-commentaire, ce que vous avez soulevé par rapport au protocole
la question me vient à l'esprit, je vais y revenir. Par rapport au protocole, s'il y avait eu ça dans mon temps, s'il y avait eu ça, je n'aurais peut-être pas parcouru tout ce chemin de croix-là que j'ai décrit tout à l'heure. Mhm. Je pense qu'on en convient tous. Et votre témoignage est tellement saisissant, vous n'avez pas idée. À certains égards et dans certains cas que vous avez cités, je me suis reconnu à travers ces jeunes-là. Je me suis totalement reconnu. Quand j'avais leur âge, bon, l'intimidation, ça a commencé bien avant l'âge de l'école secondaire, parce qu'on dit souvent que l'intimidation, c'est l'apanage, c'est la chasse gardée, entre guillemets, de l'école secondaire. Ce qui est en partie vrai, mais ce qui est en partie faux aussi, parce que l'école primaire aussi embarque dans la danse, dans cette danse macabre-là, qu'est l'intimidation. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que le commentaire d'Annette, le témoignage d'Annette, pardon, est assez éloquent. Maintenant, ma question, c'est plus technique. Quelles sont les étapes du protocole dont vous parlez tout à l'heure que certaines écoles, dont certaines écoles semblent faire fi de par leur inertie apparente ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il existe ce code-là écrit noir sur blanc? Et si oui, est-ce que vous pourriez nous en parler davantage? Sur le protocole? Sur le protocole, oui, OK. Je l'intervention à ne sais l'école. pas si vous pouvez voir, ça, c'est mon agenda. Ouais. C'est dans l'agenda. On a les étapes d'intervention. Je peux vous donner quelques exemples de ce qui est mis en place pour un premier événement, par exemple. Allez-y, Donc, s'il vous plaît. un premier événement, il y a rencontre avec un éducateur spécialisé afin donc de recueillir le témoignage et de la victime et d'évaluer son niveau de détresse. Donc, rencontre avec un éducateur ou une éducatrice spécialisée pour recueillir le témoignage de la victime, évaluer son niveau de détresse. Ce qui veut dire, dépendamment de son niveau de détresse, quelles sont les actions qu'on va poser. Ensuite, l'éducateur et la victime conviennent mutuellement d'une stratégie afin que cesse la situation d'intimidation. Les témoins sont rencontrés en fonction de la situation s'il y a des témoins. L'intimidateur est rencontré et informé des conséquences du geste qu'il pose. OK? L'intimidateur est amené à proposer un geste de réparation satisfaisant pour la victime. Les parents de la victime et de l'intimidateur sont informés de l'intervention. L'intervention est consignée. Chez nous, on a le SPI, donc l'intervention est consignée dans le SPI. La direction adjointe concernée est informée de l'intervention et le retour est fait auprès de la victime dans les jours suivants afin de voir si la situation est réglée. Ça, c'est le premier événement. Deuxième, dans le cas d'un deuxième événement, on parle du même jeune là. La démarche prévue lors d'un premier événement s'applique à nouveau. Bon, donc, c'est comme on recommence encore. On peut le ressaisir. Rencontre avec un éducateur spécialisé. Donc, on rencontre encore l'éducateur spécialisé pour recueillir le témoignage de la victime, évaluer son niveau de détresse. On prend contact avec les autres intervenants qui sont impliqués lors du premier événement. La direction adjointe est interpellée. L'élève en cause peut être suspendu pour une durée de 5 jours au programme alternatif suspension du YMCA. Ensuite, la direction ou ses représentants contactent l'intervenant alternatif, donc suspension, et s'informent de ce qui se passe, les objectifs du séjour. Donc, on donne les objectifs du séjour, que l'intimidation est donc, c'est une pratique, une problématique, je veux dire, à travailler. Donc, travailler avec le jeune lors de son séjour au YMCA. Là, on communique aussi avec l'intervenant pour savoir ce qui est mis en place, les ateliers auxquels le jeune participe pour lutter contre cette façon de faire, donc, chez le jeune. Les parents de la victime et de l'intimidateur sont informés des démarches qui sont entreprises par l'école.
Le retour de suspension est effectué en présence de la direction, de l'éducateur spécialisé, de l'intervenant du YMCA, des parents et de l'agent socio-communautaire. Donc, une supervision. Dernier, maintenant, troisième événement, l'intimidateur pourrait être suspendu à la maison pour une durée indéterminée. Des mesures extrajudiciaires pourraient être appliquées. La situation est analysée par la direction en collaboration avec les intervenants scolaires. L'intimidateur pourrait être dirigé vers d'autres services éducatifs. Un retour est fait auprès de la victime et de ses parents dans les jours suivants afin de voir si la situation est réglée et afin d'évaluer le degré de détresse. Une localisation, changement d'école ou une expulsion peuvent s'appliquer selon le cas. Et on dit avec un astérix maintenant, il est possible que les étapes prévues par ce protocole ne puissent s'appliquer en fonction de la gravité de la situation. Ça veut dire qu'on peut sauter les étapes. On n'est pas obligé de suivre toutes les étapes, dépendamment de la gravité de la situation. On peut sauter les étapes. Parce qu'il y a vraiment plusieurs modèles. Hein. Puis, ce qu'on dit, c'est que pour que ça soit de l'intimidation, il faut que ça soit des gestes répétitifs. Répétitif, mais jusqu'à quel degré, combien de fois que ça doit se répéter. Si c'est une fois que c'est arrivé, bon, on peut dire que c'est un geste isolé, un jeune qui n'a pas réfléchi, mais peu importe, il faut vraiment que vos enfants, que vos jeunes sachent qu'ils ont l'obligation d'en parler. S'ils ont peur d'en parler à un adulte de l'école, il faut qu'il vous en parle à vous. Donc, je pense que c'est un sujet qui devrait faire partie des sujets de discussion de toute famille. Poser des questions à vos enfants, il faut leur en parler. Peut-être que vos jeunes n'est pas victime, mais c'est lui qui fait de l'intimidation aussi. Ben oui. Et mais il y a quand même des signes que vous pouvez observer. Le jeune qui n'a pas de patience, qui s'énerve, qui n'attend pas son tour, le jeune qui a tendance à frapper le petit frère, la petite sœur, et aussi quel modèle que vous avez aussi dans la famille comme parent. Et qui peut devenir un intimidateur ensuite. Voilà. Une intimidatrice aussi, on l'oublie au féminin, mais ça existe aussi entre les filles. Oh, bien sûr. C'est pire encore entre les filles. Semble-t-il. Ben, parlez-en sur la tombe de Marjorie Raymond, elle pourrait vous le dire. C'est pour pire les gens encore. qui ignorent, pour les gens qui ignorent qui est Marjorie Raymond ou qui était Marjorie Raymond, je vous rappelle en vrac, il s'agit d'une adolescente de 16 ans, 15-16 ans, qui allait avoir 16 ans, je crois, qui s'est enlevé la vie à Sainte-Anne-des-Monts, une municipalité située à mi-chemin entre la Gaspésie et le bas du fleuve. Je crois que c'est carrément dans le bas du fleuve. Sainte-Anne-des-Monts, tout le Québec en a parlé ou presque. Il y a une lettre de suicide qui a été rédigée par Marjorie et on connaît tous le nom de la victime. Et non seulement ça, mais on connaît aussi le nom de la, entre guillemets, l'agresseuse, Jade Isabelle Rioux, qui elle aussi, passez-moi l'expression, s'est fait blaster en bon québécois sur les réseaux sociaux. Entre autres, on parlait de la cyber-intimidation. C'est comme l'esprit de vengeance. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut jamais se faire justice soi-même. Si vous voulez, la meilleure façon, la plus sage de se faire justice soi-même, c'est d'avoir recours à la justice avec un grand J. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors, c'est ça. Donc, Marjorie Raymond, c'est ce qui est arrivé. Et ça aurait pu arriver à Jade Isabelle Rioux. J'ouvre une parenthèse là-dessus aussi. Ça aurait pu arriver aussi à Jade Isabelle Rioux. Elle l'a même confessé. Elle se sentait très mal. Et quand quelqu'un dit « je me sens mal », oh, alerte rouge, alerte très rouge, pour ne pas dire Bourgogne, tellement ça ne presse plus, ça urge d'agir. Mais dès que vous voyez un changement chez votre jeune, il faut commencer à questionner, à poser des questions. Le jeune peut ne pas vouloir vous répondre, peut vouloir vous dire non, ça va, mais vous le connaissez, vous la connaissez. Laissez parler votre cœur de maman, votre cœur de papa. Votre intuition est très importante. Vous sentez qu'il se passe quelque chose.
poser des questions, appeler à l'école. Il y a des jeunes qui se font taxer, hein, vous lui donnez l'argent pour son lunch, il y a un autre jeune qui l'oblige à lui remettre cet argent-là. Il y a le jeune peut être victime de toutes sortes de façons. J'ai relevé quelques Ça s'appelle du taxage à gestes. l'école. Pardon? Ça s'appelle du taxage à Oui, l'école. c'est ça. Voilà. Donc, le jeune peut être blessé physiquement, être taxé. On Mhm. peut briser intentionnellement ses objets. On peut partir des fausses rumeurs sur votre jeune. Et avec la cyberintimidation, c'est très facile. On peut utiliser ces photos. Là aussi, il faut vraiment faire l'éducation de vos jeunes qui vont envoyer des photos de nudité à leurs copains. Attention, ces photos-là peuvent se retrouver sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des conversations à avoir avec vos jeunes. Ne pas faire confiance, jamais. Premièrement, se faire photographier nu, jamais. Jamais, parce que ça peut se retrouver n'importe où. Ça, c'est des conversations à avoir avec eux. Le jeune on peut tenir contre lui, contre elle des propos racistes. On peut chercher à l'exclure du groupe, lui lancer des regards méprisants, hein, juste des regards des fois, ou juste dévisager, fixer quelqu'un. Ça peut être très intimidant pour l'enfant. Ou le jeune peut avoir peur de parler en classe parce qu'à chaque fois qu'il lève la main, les autres jeunes vont rire de lui, vont rire d'elle. Il y a l'enseignant qui peut faire des remarques désobligeantes vis-à-vis de votre jeune, qui ignore le jeune qui lève la main, qui veut poser des questions ou qui veut donner une réponse, peut-être humilié aussi par son enseignant. Tout ça, il faut faire attention. Le jeune qu'on traite de nom, on le traite de nom. Encore une fois, l'école a des responsabilités vis-à-vis de tout ça. Et si vous n'êtes pas satisfait, si vous avez déposé une plainte à l'école, votre jeune est victime, vous avez déposé une plainte à l'école, ils ont 10 jours ouvrables pour traiter le dossier. Si ce n'est pas fait, maintenant, vous allez vers le centre de service scolaire où il y a quelqu'un qui est responsable des plaintes. Si vous n'êtes toujours pas satisfait, 15 jours ouvrables plus tard, vous n'êtes pas satisfait, là, vous pouvez faire appel maintenant au protecteur de l'élève. Très intéressant. Je viens de voir passer quelques commentaires en vrac dans le chat. Est-ce que, Théo, tu veux que je les énumère ou si... Oui, allez-y, s'il vous plaît. Oui, je vais regarder ça. Attendez. D'abord, Monter en bateau, qui a fait 3 commentaires, mais qui sont assez pertinents. D'abord, j'invite vraiment le Canada à monter une commission sur les immigrants d'Europe, France, etc., pour qu'on puisse apporter notre REX, c'est-à-dire notre retour d'expérience et notre vécu, afin que nous y mettions en place des structures pour répondre à ce qui va arriver au Québec. Ça soulève un point intéressant et je vous ai parlé de mes névroses tout à l'heure et de mon anxiété que j'ai développée à force d'être victime d'intimidation. Vous en avez touché un mot d'ailleurs, Annette, à juste titre. Ces séquelles-là psychologiques restent ancrées en nous et mènent à des diagnostics de santé mentale. Oui, tout à fait. Ils sont un peu biaisés par le cheminement pour en arriver là. Et ce que soulève Montabato dans son premier commentaire, c'est très intéressant, c'est-à-dire que le retour d'expérience, le REX comme il l'appelle, pas le T-Rex, le dinosaure, mais le REX, le retour d'expérience, ça équivaut à ce qu'on appelle dans le milieu de la santé mentale le savoir expérientiel. Pas l'expérience du ciel, l'expérientiel. Expérientiel. Et ça, c'est une expression que mon homonyme utilise très souvent, à juste titre là aussi, pour partager, si vous voulez, son savoir expérientiel en tant que diagnostiquer qu'est-ce qu'on vit en soi, dans nos émotions, dans nos sentiments, surtout dans nos émotions psychologiques, comment on se sent. Parmi les questions que vous aviez posées, Annette, que vous aviez soulevées, qu'ils devaient être posées dans le protocole d'intervention, et en psychologie, tout ça en psychiatrie. Donc, tout ça, ça fait partie du bagage, du savoir expérientiel qui ne doit pas être laissé de côté par ceux qu'on appelle les professionnels de la santé, qui ont le réflexe de se targuer de tous les savoirs et se dire, nous, on sait tout sur tout.
vous, les patients, n'avez aucun droit, aucune voix au chapitre. Aucune. Ce qui n'est pas tout à fait vrai. Exact. Ça a évolué depuis ce temps-là, ça a changé grâce Mhm. à mon homonyme en bonne partie et grâce à d'autres conférenciers qui ont un savoir expérientiel aussi équivalent que celui de l'autre Luc Vigneault, le mien ou n'importe qui d'autre, n'importe quel conférencier. Et des diagnostiqués qui sont devenus conférenciers qui témoignent de leur vécu et donc de leur savoir expérientiel. Mhm. Voilà. Mm. Il y avait d'autres messages? Oui. Oui, un autre message, d'abord de Montabato aussi, qui est très éloquent, lui aussi, comme commentaire. C'est vu comme le monde. Lorsqu'on dénonçait en France les violences subies, bon, ça c'est historique, mais ça n'en demeure pas moins une vérité de la palisse, dans le sens que l'omerta, la loi du silence, elle empêche de faire ce qu'on appelle en monde québécois stouler quelqu'un, Mhm. dénoncer quelqu'un, Ouais. être un délateur. Ce terme-là, stouler, là, je pense que ça vient du monde carcéral, là, quand quelqu'un, un détenu, faisait de la délation auprès d'un autre détenu pour le rapporter aux autorités de la prison, du pénitencier, ben, le détenu subissait les représailles et là, le détenu frustré s'en prenait, cherchait le coupable et dès qu'il le trouvait, il s'en prenait, il voulait lui faire un mauvais parti pour ne pas dire lui faire la peau. Alors, on va y commencer dans le monde carcéral. Alors, ce n'est qu'un pâle reflet de ce qu'on appelle le monde libre. Et je mets le mot libre entre des gros guillemets. Alors, il est question de plusieurs éléments de stigmatisation, comme le racisme institutionnel. On le connaît, on l'a vécu, nous sommes à votre disposition. Courage. Il y a une lueur d'espoir sur laquelle Montabato a conclu son commentaire. C'est bien quelque chose qui n'est pas négligeable en soi. Et enfin, il conclut avec un autre commentaire, un troisième. C'est bien compté, toi. Est-ce que vous traitez ou accompagnez, je pense que ça s'adresse à vous, Annette, les personnes immigrantes qui sont à l'aide juridique à un moment de leur vie à cause de soucis et ces personnes bénéficient d'un suivi médiocre et souvent n'ont pas droit à la parole et souvent traités comme des sujets de seconde zone par ces personnes, c'est-à-dire les avocats, souvent des jeunes avocats. Ben, je pense que c'est ça que vous avez dit, Montabato, vous me corrigerez si j'ai tort. Alors, voilà pour les commentaires. Bon, moi, je suis, merci pour les commentaires, merci pour les questions. Moi, je suis coach pour les parents de la diversité. Donc, le service d'accompagnement que j'offre, c'est pour les jeunes. S'il y a des enjeux au niveau scolaire, donc le parent a besoin d'être accompagné à un rendez-vous à l'école, le parent se questionne sur certaines décisions qui ont été prises à l'école. Ça peut être une décision qui a été prise que le parent ne comprend pas trop bien la décision. À ce moment-là, je peux accompagner le parent pour poser les bonnes questions. Aider le parent à prendre une décision et j'accompagne aussi au niveau de la DPJ. Par exemple, s'il y a un diagnostic qui a été posé, on envoie l'enfant dans une classe d'adaptation scolaire par rapport à une médication et tout ça, le parent ne comprend pas trop bien, a besoin d'être accompagné. C'est ça que j'offre présentement comme accompagnement, mais c'est vraiment pour les jeunes. J'accompagne le parent, mais c'est pour son jeune. Ce que je voulais ajouter, c'est que l'école a l'obligation d'assurer la confidentialité en ce qui a trait aux plaintes. Effectivement. Ils ont l'obligation. Ils ne peuvent pas aller dire c'est telle personne qui a déposé la plainte. Ils ont l'obligation d'assurer la confidentialité. Ils ont l'obligation de faire de la prévention. Ils ont l'obligation de dénoncer, de recevoir les plaintes, d'agir sur les plaintes qu'ils reçoivent et de conserver la confidentialité. Ils n'ont pas le droit de dire c'est telle personne qui a déposé la plainte. Ils doivent assurer la confidentialité pour ajouter un tout petit peu. et ils doivent aussi soutenir que ce soit l'élève qui est victime et l'élève fautif. Ils doivent avoir le soutien. L'école a l'obligation de soutenir les deux, le fautif et la victime. Obligation morale à tout le monde. Obligation morale, voilà. Oui. Pour ajouter quelque chose à ce que Mme Jean-Jacques elle a parlé sur l'accompagnement,
nous avons un service que nous avons instauré à Québec qui s'appelle la clinique pour les parents immigrants. Nous sommes On l'a à également Montréal aussi. oui, ben, en fait, c'est comme une ramification de Nunanuk Service. Ouais. Oui, mais à Québec, fait que oui, on accompagne les parents qui font face à des problématiques soit avec la DPJ, que ce soit à l'école. Et c'est dans cette lancée qu'on a donc organisé cet atelier de sensibilisation sur l'intimidation en milieu scolaire, parce qu'on avait déjà eu plusieurs plaintes sur l'intimidation. Même mon collaborateur Théodore, sa fille également a été victime d'intimidation. Fait que oui, on a quand même une clinique appelée clinique des parents immigrants où nous accompagnons juste des parents, mais pas des jeunes. J'en ai On entendu parler accompagne les lors des... parents, oui, mais également les étudiants qui font face à certaines détresses en lien avec soit leurs études ou en lien avec la vie. Fait qu'on offre également, bref, on offre également ces services-là. Je vais laisser la parole à Théo s'il veut compléter quelque chose. Oui. Ok, merci Séraphine de passer la parole. Oui, pour appuyer ce que Séraphine dit, parce que c'est aussi pour répondre à la question de M. Motabato, parce que M. Motabato pose un autre besoin qui n'est rentré pendant le cadre des services que Mme Jean-Jacques offre. Mais nous également à Québec, justement, on passe à la dimension d'accompagner le parent pour les besoins scolaires, mais on va aussi accompagner le parent même dans sa vie. Les couples qui sont en détresse, les situations de divorce mal vécues, les séparations de famille et tout, on va juste encore jusque là-bas. Parce que toute sa question, je pense que c'est de ce côté-là qu'il est en train de s'orienter. Et l'idée en arrière, justement, c'est que le plus souvent, on parle d'intimidation aujourd'hui, mais vous avez parlé dans l'intimidation, il peut arriver le signalement. Parce que c'est généralement à partir des situations individuelles minimisées à la petite échelle, qui ne sont pas bien gérées, qui peuvent dégénérer même jusqu'à arriver sur des relations entre parents à la maison. Donc, on essaie de suivre tout ce processus pour encadrer la famille dans son ensemble global de besoins. Donc, c'est ce que la clinique essaie de faire pour compléter ce que Séraphine a dit. Oui, monsieur Luc, je vous laisse la parole. Oui, j'ai aussi une clinique qui, je ne sais pas s'il y a une clientèle de racisés ou une clientèle autre qui se distingue par sa différence intrinsèque, mais il y a la clinique Spot à Québec toujours. Je ne sais pas si vous connaissez. La clinique Spot, je vous le donne en mille, c'est une clinique quasiment multidisciplinaire qui se consacre d'abord essentiellement pour offrir du soutien. Ça faisait partie des groupes communautaires dont je parlais avant le début de l'enregistrement de cet atelier-là. Si vous voulez, je vous fournirai les liens si jamais la vidéo de l'enregistrement de cet atelier apparaît sur une plateforme virtuelle de réseau social. Oui, on la mettra en lien. On la mettra en lien après Oui, c'est ça. Fait qu'on mettra tout ça en lien. Toutes les informations qui se sont dites, ne vous inquiétez pas. Si vous avez pris des notes, bravo. Sinon, on apportera des compléments d'information éventuellement par les moyens techniques à notre disposition. Alors, là, je disais, la clinique Spot, elle offre des services du même ordre qui a été énuméré précédemment par les autres intervenants autour de moi dans le Zoom. Et il y a aussi une clientèle d'immigrés ou d'immigrés de souches qui remontent assez loin, là, qui sont là depuis 20 ans, depuis 30 ans, même plus, mais qui ont besoin de services psychosociaux à la base, mais qui peuvent s'étendre à d'autres genres de services, comme des soins dentaires, des soins médicaux, etc., 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 qui s'appelle la médecine physique, la vraie médecine, vraie médecine, façon de parler, là, mais la médecine avec un grand M, comme on la désigne souvent, qui est aussi un peu à part. Si vous voulez il y a une distinction entre la médecine physique et la médecine qu'on appelle la psychiatrie, c'est-à-dire la santé mentale. La santé physique et la santé mentale. Il y a ces deux-là. Okay.
Oui. Pour revenir sur l'intervention de Mme Jean-Jacques et puis compléter le propos de Séraphine, effectivement, au moment où nous, on a pris l'initiative de proposer cette thématique, c'est parce que déjà, on a eu beaucoup de sollicitations par rapport à l'intimidation à l'école. Et puis, on a trouvé que, comme l'école a repris et qu'on est vraiment le premier mois de l'école, il était bien qu'on aborde ce sujet. Et c'est pour ça on a proposé la thématique. Mais quelques jours avant, donc au courant de la semaine lundi, j'ai quand même vécu une scène qui est bien décrite par Madame Jean. Ma fille qui est habituellement, ça fait 4 ans qu'elle est au Canada et qui, autant qu'elle peut, euh, s'inclut, s'approprie le milieu et fait de l'intégration à tous les niveaux, au niveau scolaire, au niveau de la vie sociale et tout. Elle est revenue et elle décrit une situation. Ben, quand elle m'a parlé, mais moi, j'étais surpris parce qu'elle n'avait jamais fait de plainte pareilles. Effectivement, quand elle rentre, on peut poser la question à l'enfant, comment s'est passée ta journée d'école aujourd'hui? Elle a souvent relevé des petits points sur lesquels moi, je lui dis, écoute, tu viens d'arriver dans un milieu où tu trouves des gens qui vivent en cohorte. Parce qu'il faut dire que le système fait tout pour essayer de constituer comme des cohortes de vie dont les gens se connaissent. Les relations sont bien établies quand tu arrives à l'école. Tu ne peux pas t'intégrer le premier jour dans un groupe quand tu arrives. À moins que tu aies quelque chose de... un feeling qui va partir chercher tout de suite des personnes qui vont aborder. Donc, quand ma fille vient me parler, elle me dit, écoute, papa, à l'école, j'ai un souci avec mon enseignant parce que je lève la main en classe. Lever la main en classe et se faire ignorer. J'ai compris qu'elle vit quelque chose. Quand sa mère m'en a parlé également, et c'est dans le regard de sa mère, j'ai vu beaucoup d'inquiétude. Moi, j'avais voulu même laisser la situation passer d'abord et peut-être réagir 2, 3 jours plus tard. Mais là, je me suis rendu compte qu'il fallait faire quelque chose. Le même jour, je suis allé à l'école parce que moi, je me suis abstenu de rentrer en contact avec l'enseignant, soit par appel ou quoi. J'ai préféré aller à l'école pour rencontrer soit le directeur, mais on m'a fait rencontrer le travailleur social avec qui j'ai parlé. J'ai discuté et je lui ai présenté la situation par rapport à l'enfant. Travailleur social. Oui. Un travailleur social, Pourquoi? un TS, oui. Et ils ont apparemment dans Ah leur... non, la technicienne, là, c'est pas travailleur social. Là, vous m'avez fait peur, là. Ben, moi, on m'a dit Non, TS. c'est la Éducatrice. technicienne peut-être. Technicienne spécialisée, éducatrice Ah, spécialisée. bon, Éducatrice ok. spécialisée, oui. Ok, bon, On c'est ça, confond souvent éducatrice spécialisée. les TS et Peut-être que j'ai donc confondu le mot. Ben, justement, on m'a fait rencontrer, c'est lui qui s'occupe Oui, de son niveau des scolaire. plaintes, oui. Et j'ai discuté avec lui, on s'est parlé, et moi, je suis reparti. Et il m'avait promis qu'il rencontrerait l'enseignante de l'enfant pour savoir ce qu'il en retourne. Et 2 jours plus tard, donc vendredi, quand je suis allé récupérer l'enfant à l'école, et je lui ai posé la question, est-ce que ton enseignante t'a parlé? Elle me dit oui. Mon enseignante m'a parlé et s'est excusée. Et moi, je me dis, ah, ok. Ça veut dire qu'elle a été mise au courant de la situation que j'ai décrite après ton inquiétude que tu as relevée. Et moi, j'ai estimé qu'avec ça, c'est déjà un début tout au moins parce que l'enseignante sait déjà qu'on l'observe. Et elle devra changer de comportement ou s'abstenir de faire des choses parce que si ça va plus, si ça ne change pas, l'enfant va encore revenir à la charge, se plaindre de nouveau. Et là, on va passer à l'étape supérieure, de commencer à écrire. Parce que pour moi, je dis toujours, on peut résoudre un problème et l'arrêter lorsqu'on réussit à trouver un terrain d'entente. Parce que de l'autre côté, il ne faut pas aussi laisser qu'on fasse dégénérer une situation qui peut être résolue simplement. Parce que de l'autre côté, l'enfant vit dans un milieu où il ne faut pas on ait l'impression de la stigmatiser finalement parce que, et c'est les enseignants entre eux, donc moi je ne peux pas, j'ai préféré arrêter la situation là dès que l'enfant me l'a dit et puis c'est Si je peux me permettre, Monsieur Leroy, moi en tant qu'enseignante, qu'un parent pose le geste que vous avez posé, moi ça m'aurait beaucoup dérangée comme enseignante dans le sens que j'aurais préféré que le parent vienne vers moi en premier lieu. Parce qu'il peut avoir des malentendus, peut-être que l'enfant peut... Peut-être c'est juste une perception de l'enfant aussi, c'est possible que ça soit ça. Moi, j'aurais préféré que le parent m'approche pour me dire, Madame Jean-Jacques, ma fille m'a rapporté telle chose, je ne sais pas,
Est-ce que c'est peut-être qu'elle a mal perçu ou bien peut-être est-ce que vous pourriez essayer de... Mais accuser l'enseignant comme ça, à aller porter plainte, à aller voir l'éducatrice, je ne pense pas que c'était la bonne façon de faire. En tout cas, moi, comme enseignante, là, je l'aurais très mal reçu. J'aurais préféré que le parent, dans un premier temps, et je le dis toujours aux parents, vous savez, comme enseignant, on est humain aussi, c'est possible qu'on se trompe, c'est possible aussi, Rien à peut-être voir, qu'elle lève tout le temps la main quand à un moment donné, l'enseignant, bon, mais moi, j'aurais préféré qu'on vienne d'abord vers moi. Oui, Monsieur Vigneault. Oui, parlant de lever la main, justement. Ben, oui, exactement. On fait comme la petite école. Ben, c'est l'école de la vie, finalement. On apprend de nos erreurs. Et dans le cas qui a été cité par Théodore, euh, il n'y a, il n'y a pas de mauvaise façon de faire, il n'y a pas de mauvais processus, il n'y a pas de mauvaise méthode. Il n'y a que de bonnes intentions. Si on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, ben, on peut parler d'ange corvenu dans ce cas-ci et non pas du diable comme tel. Tout ça, toute cette métaphore-là pour dire que c'est en dialoguant qu'on réussit à trouver un éventuel terrain d'entente en quelque part. C'est toujours par le dialogue. Si on ne verbalise rien du tout, c'est le silence complet de part et d'autre. Exact. À ce moment-là, ce sera chacun pour soi et diviser pour régner et que le meilleur gagne. Tout Alors, à ce fait. sera la loi de la jungle, finalement. Oui. Donc, tout ça pour dire que le dialogue vient à bout de tout. De tout. Il suffit de bien le verbaliser. Il y en a qui vont dire, oui, c'est bien beau le dialogue, mais quand tu ne sais pas quoi dire, tu sors n'importe quoi de ta bouche, là, genre comme Donald Trump, genre, mais c'est ça. Dire quelque chose, c'est bien, mais le choix des mots, c'est encore mieux. C'est une parole de sage que m'a laissé un de mes amis conférenciers en santé mentale et aussi diagnostiqué, Richard Langlois, que je cite avec plaisir, que je salue s'il nous écoute. Il n'est pas dans le Zoom, en fait, présentement. Vous nous écoutez plus tard dans l'enregistrement en streaming, comme on dit en bon québécois. Richard me disait souvent, et il va peut-être être plus ou moins étonné si je dis ça, le choix des mots, Luc, c'est super important. En littérature, comme en n'importe quel autre domaine, en expression orale ou quoi que ce soit, parce que Richard est conférencier aussi, en plus d'être auteur, il sait de quoi il parle. Alors, le choix des mots, c'est très important. Et je pense qu'à peu près tout le monde pourrait corroborer ces dires ici même dans le Zoom ou en dehors du Zoom. Merci beaucoup. Ce qu'on va faire, on a vu qu'il y a beaucoup de parents qui sont connectés dans le Zoom. On aimerait aussi avoir leurs avis. Si quelqu'un a une question, on peut en relever un commentaire à faire. On vous invite à prendre la parole et nous faire part de vos préoccupations. Donc, la parole est ouverte parce que dans 30 minutes, le webinaire sera terminé. Donc, vous pouvez aussi vous écouter. Qu'est-ce que vous aurez retenu? Qu'est-ce que vous pouvez proposer comme solution alternative par rapport à votre vécu ou alors par rapport à des situations que d'autres personnes auraient vécues autour de vous? On aimerait bien vous entendre. Cependant, je vais laisser la parole à Mme Annette Jacques pour continuer de nous édifier sur ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire très attention pour faire savoir aussi à nos jeunes qui sont victimes d'intimidation de ne jamais poser de gestes de représailles. C'est vraiment parce que peu importe le geste, s'il y a deux enfants qui se battent à l'école, même si toi, tu es victime, on t'a frappé, mais toi, tu as frappé à ton tour, les deux jeunes sont suspendus. Donc, c'est vraiment de faire... Je sais que les parents sont souvent tentés à dire à son jeune, bien, défends-toi. La façon de se défendre, ce n'est pas par la violence. La façon de se défendre, c'est vraiment d'aller voir un adulte. Voilà. En parler. Il faut en parler et l'adulte a l'obligation à ce moment-là de faire tout ce qu'il faut pour régler la situation. Ce que je voulais apporter aussi, c'est qu'il y avait des conséquences aussi quand le jeune qui est victime d'intimidation, il va devenir méfiant, j'ai relevé quelques points, méfiant, il va se sentir insécure, il va avoir peur, un sentiment d'impuissance, parce qu'habituellement, il y a toujours une situation où ce que l'autre est plus fort,
Ben oui. Celui qui intimide, il est toujours plus fort. Donc, il va sentir un sentiment d'impuissance, de rejet. Il va avoir une baisse aussi de sentiment d'appartenance par rapport à l'école, une baisse aussi de l'estime de soi. Il va vivre de l'anxiété, il va s'isoler. Absentéisme, il ne voudra pas aller à l'école. Il y a des endroits de l'école que l'enfant va vouloir éviter. Par exemple, ce jeune-là va avoir peur de marcher seul pour aller à l'école, va avoir peur de prendre l'autobus, de se retrouver à la cafétéria. Il y a des activités quotidiennes que l'enfant faisait sans difficulté, qu'il va avoir qu'il va avoir peur de faire. Et on peut dire que la qualité de vie de l'enfant va être affectée et on peut même à ce moment-là parler d'impact que ça va avoir non seulement sur sa santé physique, mais sur sa santé mentale. Et le jeune peut devenir violent à son tour aussi. Donc, un choc post-traumatique qui peut le faire tomber sur l'autre versant de la montagne, comme c'est arrivé avec Alexandre Bissonnette. Mais il faut remarquer aussi que généralement, les intimidés, ça vont subir un grand coup sur leur estime de soi. Pour certains, ça les empêche de pouvoir vraiment dynamiser l'énergie qu'ils ont, ou alors ça les empêche même à continuer de poursuivre les ambitions qui pouvaient être le leitmotiv de leur engagement dans la vie. Donc, ça a un impact sur plusieurs pans de la vie des gens. Et c'est pour ça que pour nous, on pense que l'intimidation, c'est quelque chose qui doit être combattu de façon la plus ferme possible. Et il faut être capable de vite reconnaître les signes, les premiers signes. Comment reconnaître les signes? Justement, moi, je voulais poser la question avec Madame Jacques. Qu'est-ce qu'on peut retenir ici comme signe avant-coureur d'une situation d'intimidation? Comme signe avant-coureur, vous allez voir que votre enfant, son comportement va changer du jour au lendemain, comme je l'ai dit tantôt. Le jeune va avoir tendance à s'isoler. Il va avoir tendance à s'isoler, il rentre à la maison, il s'enferme dans sa chambre, il ne parle pas, c'est le mutisme, il ne parle pas à personne, ou quand il parle, c'est vraiment un comportement quand même assez agressif parce que lui, il se fait agresser à l'école. Donc, c'est comme si rendu à la maison, il sort tout ce qu'il a gardé à l'intérieur, c'est rendu à la maison qu'il va sortir sa frustration. Son estime de soi, c'est sûr que ça va baisser. C'est un jeune qui va décrocher de l'école, qui ne va pas vouloir aller à l'école. Ses notes aussi vont baisser. Il ne fera pas ses devoirs. C'est un jeune. Si c'est l'intimidation se fait, si c'est de l'intimidation, cyber-intimidation, vous allez voir qu'il va avoir peur d'utiliser Internet, qu'il va se sentir malade, il va avoir des maux de ventre, mal au cœur, mal au ventre. Il va être physiquement malade, hein, le jeune aussi. Il peut, comme j'ai dit dans les deux exemples que j'ai nommés au début, il peut avoir des pensées suicidaires et même aller jusqu'au suicide. C'est un jeune qui va fuir, il va vous fuir, il va fuir l'école, il va vivre dans des situations de fuite à longueur de journée. Ça peut aller jusqu'au suicide et ça, on l'a vu, il peut décrocher de l'école. Et ça, c'est moins pire que le suicide. Donc, c'est quoi le rôle du parent maintenant dans tout ça? Comment moi, je peux accompagner mon enfant? Le parent a le devoir d'aller chercher de l'aide. L'aide d'un professionnel, l'école doit fournir cette aide-là à votre jeune. Et si l'école ne le fait pas, donc vous cognez à la porte et vous demandez cette aide-là. L'élève a droit à l'aide d'un professionnel, deux professionnels, que ce soit des psychologues. Il y a des psychologues dans les écoles, sinon qu'on aille au privé, parce que si ça se fait, si l'enfant est victime à l'école, donc ça appartient à l'école d'apporter de l'aide à l'enfant. Oui. Et j'ajouterais aussi une parenthèse rapide. Si mes parents m'avaient invité à briser le silence et parler de mes émotions, comme le disait une vieille publicité des santé et services sociaux du Québec, qui date d'une quinzaine d'années, je crois, il y aurait eu une intervention en ma faveur, pardon. Alors, N.N. Guerlet avait une question. Oui. Gerlin, N.N., tu as la parole. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Merci vraiment pour cette journée d'information que vous avez organisée. Vraiment, ça me fait tellement plaisir de vous écouter. Je vois un peu le chemin par lequel je suis un peu passée, mais pas beaucoup, avec des personnes de ma communauté, des personnes que j'ai rencontrées qui vivaient des situations et je me suis dit, il va falloir qu'on parle toujours à nos enfants, qu'on essaie d'être en relation avec les enseignants,
de leur parler régulièrement, de savoir comment ça se passe, de parler aussi à l'enfant, d'avoir vraiment un œil sur eux. Mais là, quand je vous entendais parler, quelque chose m'est venu en tête parce que moi, je suis éducatrice à la petite enfance et je suis dans un groupe de 2 ans. Et là, quand vous parlez, je voyais le comportement d'un de mes petits cocos. Je me demandais, est-ce qu'un intimidateur peut commencer vraiment jeune, comme 2 ans? Oui, Tout à fait. tout à fait. Tout à Oui, fait, tout à fait. oui. C'est Comme ça, disait parce Benoît. que lui, il arrache par exemple, la casquette des amis continuellement et quand l'ami crie, lui, il rit. Ça l'amuse. Mais je me demande, moi, je regarde d'un œil et je regarde d'un autre œil aussi. Je me demande, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Qu'est-ce que je peux faire pour changer, pour travailler, pour faire en sorte qu'il n'ait plus ce comportement-là, qu'il soit qu'une meilleure personne. Parce que je te dis aux autres amis, quand il arrache ta casquette, ne pleure pas. Dis-lui non, je n'aime pas ça. Voilà. Parce que Mhm. quand il voit un non en face de lui, il arrête de rire, il est comme bloqué. Il va trouver une autre personne qui va pleurer. Moi, c'est le constat que j'ai fait. Je me demande quelles sont les armes que je peux utiliser pour comme arrêter ce geste-là. Merci. Merci de votre intervention, Mme Garlet. Moi, j'ajouterais de lui poser la question d'abord et avant tout, quel avantage tires-tu de faire un geste comme celui-là? Une autre façon plus diplomatique de dire, ça donne quoi de faire ça, comme disaient mes parents. Mais c'est moins grossier, ce que la formule que j'ai suggérée, c'est moins grossier. Je l'admets, c'est long comme mon bras, là, mais ça reste quand même un choix de mots judicieux, comme je le disais tantôt, quand je rapportais les paroles de Richard Langlois, le conseil qu'il m'avait laissé. Le choix des mots, c'est très important, surtout quand vous demandez des questions à votre enfant. Alors, Anna Jean-Jacques, peut-être, pourrait intervenir là-dessus? Moi, j'en parlerai aux parents. Peut-être qu'il y a une dynamique à la maison que dont on n'est pas au courant. Moi, j'en parlerai aux parents. Peut-être qu'il est le plus jeune puis qu'il se fait tabasser aussi par les plus vieux ou peut-être qu'il voit papa qui tabasse maman aussi à la maison. On ne sait pas ce qui se passe à la maison. Moi, j'en parlerai aux parents dans un premier temps pour leur dire, voilà ce qu'il fait. Donc, ça nous inquiète parce que les autres enfants pleurent. Euh, mais aux autres enfants, moi, je leur montrerai aussi comment se défendre, mais avec des mots, en lui disant, comme vous avez déjà bien fait, c'est de dire non, ne fais pas ça, non, c'est ma casquette. C'est vraiment de s'exprimer aussi, les autres enfants aussi. Et peut-être cet enfant-là aussi, c'est de lui faire comprendre. C'est vrai qu'il a que 2 ans, mais il comprend très bien ce qu'il fait, hein. C'est de lui faire comprendre la portée, les conséquences que son geste peut avoir. Et puis, voir avec le parent. Moi, sincèrement, je verrais avec le parent. Et puis, d'essayer peut-être de faire des jeux aussi, des jeux où ce que les enfants doivent attendre leur tour. Ça permet aussi de faire un peu la prévention de l'intimidation. J'attends mon tour. C'est pas à moi. Ça, c'est pas à moi. Je ne touche pas. C'est à l'ami, c'est au copain. Donc, c'est vraiment de trouver des jeux comme ça, interactifs, des jeux à faire avec les enfants. Et la Fondation Cédrica Provencher a une panoplie de jeux de ce genre-là. Mhm. Vous en parlerez à son grand-père, Henri Provencher. Ah, d'accord. Voilà. Théo? Oui, Oui, je me permets. Bonjour. oui, bonjour Christian, tu as la Bonjour, parole. Christian. Ouais, déjà, félicitations d'avoir organisé cet événement. Merci. C'est toujours bien de s'informer. Comme quelqu'un disait, l'information, c'est le pouvoir. Mhm. Mhm. C'est vrai. Voilà, j'ai suivi avec beaucoup d'enthousiasme les interventions de Luc et de Annette au départ. Mais ma question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, pour pouvoir juger l'ampleur du phénomène, est-ce qu'on a des données fiables sur l'intimidation en milieu scolaire, que ce soit autant chez les immigrants que chez le Québécois ou bien chez le Canadien lambda? Est-ce qu'on a des données aujourd'hui qu'on peut dire qu'écoutez, pour avoir une idée exacte de l'ampleur du problème, voilà les données que nous avons collectées jusqu'ici. Ma deuxième question, c'est par rapport beaucoup plus à Luc.
j'ai suivi son témoignage et ce qu'il a vécu, c'est depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, j'aimerais savoir, est-ce que lui qui est dans ce domaine, est-ce qu'il voit est-ce qu'il y a une amélioration par rapport à la gestion de tout ce qui concerne l'intimidation? Est-ce que, avec le recul, il se rend compte que, OK, il y a moins d'intimidation qu'avant, ou bien il y a plus de prise en charge aujourd'hui qu'il y en avait hier? Et ma dernière question, ou bien ma dernière préoccupation serait que tout à l'heure, dans les messages, il y a quelqu'un qui faisait retour d'expérience par rapport à ce qui s'est fait en France. Ça serait quand même intéressant d'écouter la personne, si la personne est disposée de nous dire un peu euh, ce qu'elle sait ou bien ce que la personne a vécu de la France. Peut-être que ça nous fortira un peu plus ou bien ça pourra donner des idées demain pour pouvoir élaborer de nouvelles stratégies. Merci. Christian. Ben, Luc, on va te laisser commencer à répondre. Oui, c'est ça. Je vais commencer à répondre. Ben, d'abord, pour ce qui est du protocole d'intervention, qui, on va le dire dans mon temps, si on recule la cassette de 50 ans, là, ça trahit mon âge, c'était à peu près inexistant. Inexistant. On sortait à peine de la Révolution tranquille. La Révolution tranquille nous a sorti à peine de la Grande Noirceur, qui était l'époque de Maurice Duplessis. Bon, je parle beaucoup de politique, mais la politique, veut pas, ça déteint sur tout le reste de la société. La droite qui est au pouvoir, bon, c'est qu'elle a le dos large, la droite, là, mais quand même, la droite qui est au pouvoir fait en sorte qu'il y a de l'intolérance parce que l'intimidation, à la base, ni plus ni moins, c'est de l'intolérance. Intolérance de ce qu'on voit comme étant un tort, du moins à nos yeux, un défaut, qui, dans le fond, n'en est peut-être pas un. Si on ne pose pas les bonnes questions à la personne pour savoir c'est quoi la nature derrière ces caractéristiques qui le différencie tellement des autres, pour essayer de le comprendre en ultime ressort et de l'apprécier en plus. Ensuite, alors donc, c'est cette intolérance-là qui est typique de la droite. Et quand il n'y a pas de compréhension, une incompréhension, il y a comme de la frustration, comme de la colère qui se manifeste, de l'anxiété, de la colère, et il en résulte des gestes violents, autant verbalement que psychologiquement, préalablement et physiquement parlant. Si on espère ne pas en arriver là, mais il faut prendre des dispositifs pour ne pas en arriver là. Et j'ai noté quelque chose. Je parlais tout à l'heure de si on m'avait posé des questions genre comment ça va sur mes émotions, mes sentiments, mes émotions en très, très bas âge, ben, la publicité de Santé et Services sociaux Québec à l'époque était très pertinente en soi. Et ça vient confirmer ce que je pensais pendant l'intervention d'Annette. Je vais terminer pendant l'intervention d'Annette que il n'y a pas d'âge pour lutter contre l'intimidation. Oui, l'école primaire, c'est un terreau fertile en intimidation, l'école secondaire aussi a priori, mais toutes les couches de la société, tous âges confondus, il y a de l'intimidation, qu'on le veuille ou non, à divers degrés. Si vous êtes d'accord avec moi. Alors sur ce, je refile la rondelle à Annette, encore une fois. Bon, j'avais rien à ajouter. Je pense que vous avez tout dit, j'avais rien à ajouter. Pour ce qui est des chiffres, non, je ne les connais pas. Ouais, je peux aider là-dessus parce que Christian a posé la question et tout de suite je suis allé chercher. Là, j'ai trouvé, il y a une capture d'écran que j'ai mis dans le chat là, où il donne les statistiques de l'intimidation, de la cyber-intimidation en contexte scolaire sur janvier 2024. Pas le 27%, 28% en milieu, en école primaire et secondaire, 7% en milieu des métiers de formation professionnelle, 7% dans les cégeps et 3% dans l'université. Donc, ça veut dire qu'en fait, l'intimidation ne s'arrête pas simplement au milieu scolaire. Donc, ce qui se passe, c'est que l'intimidation est vécue dans plusieurs milieux, mais c'est juste qu'on parle de milieu primaire parce que c'est l'endroit où la personnalité de l'enfant se développe. Et puis, en grandissant avec un stigmate, ça peut donc
orienter, ça peut comment, le désorienter dans son élan. C'est parce que c'est au moment où l'enfant acquiert toutes les valeurs, toute la constitution psychologique qui lui permet de constituer sa personnalité avec laquelle il va grandir. Donc, ça peut avoir un effet et le désorienter. C'est pour ça qu'on en parle là-dessus en insistant. Les chiffres que tu as mentionnés, Théodore, ça s'étend à toute la population du Québec en général? Oui, au Québec. OK, bon, merci. Oui. Parce qu'avec Statistique Canada, ils donnent des chiffres aussi différents. C'est ça. C'est quand même une bonne référence. Oui. Ben, je voulais poser la question à Mme Jacques, par exemple, de savoir, est-ce que le caractère d'intimidateur ne peut pas aussi être comment on dit ça, un caractère inné pour quelqu'un? Parce que quand la Mme Gerlen NN parle d'un enfant qui déjà, au bas âge à la garderie, a des comportements d'intimidation. Est-ce que ça peut pas être aussi un caractère inné qui génère, ou bien est-ce que c'est automatiquement quelque chose qui copie dans son environnement de vie? Ça, je ne saurais répondre à cette question-là. C'est plus au niveau scientifique. Peut-être que M. Vigneault pourrait y répondre. Moi, je répondrais en citant notre vice-première ministre, Geneviève Guilbeault, lors d'une commémoration de la fusillade à la Grande Mosquée de Québec. J'y étais, et elle l'a dit, je la cite textuellement, « On ne n'est pas violent, on le devient. » Ce que ça veut dire, on peut l'appliquer. Excusez-moi, on peut l'appliquer à toutes les sauces, à toutes les situations, à tous les contextes, en traçant des parallèles. C'est-à-dire qu'on n'est pas naturellement violent, on le devient. Comme on n'est pas naturellement intimidateur, on le devient aussi. Ça fonctionne par, si vous voulez, par mimétisme. C'est-à-dire qu'on calque des comportements qu'on a observés chez autrui, chez les autres, chez quelqu'un, et on a tendance, peut-être dans notre subconscient, à les imiter, à faire à peu près la même chose, toute proportion gardée et à plusieurs niveaux, même autant subconscient que conscient. Et souvent, ça part du subconscient. On parlait de culture tantôt. La culture ou la mentalité, qui sont étroitement liées, mais qu'il y a quand même une distinction entre les deux, mais la mentalité consiste à dire des choses que notre subconscient, à penser des choses que notre subconscient nous suggère. Le pouvoir de la suggestion, c'est ça, mentalement parlant. Alors, le pouvoir de la suggestion du subconscient est très fort. Et c'est ce qui fait qu'à travers nos gestes, nos paroles, on peut donner l'impression de stigmatiser sans en être conscient. Quand le professeur ne note pas la main levée de l'élève qui est différent des autres, là, c'est parce que c'est probablement qu'elle n'a pas de mauvaise intention. On ne peut pas douter de la bonne foi de qui que ce soit. Je parle par humanisme. On ne peut pas douter de la bonne foi de quelqu'un, mais dans son subconscient à elle, dans sa mentalité à elle, cette personne-là, est-ce qu'elle stigmatise sans en être conscient? C'est le travail qu'on essaie de faire avec cet atelier, c'est de conscientiser les personnes à ce pouvoir du subconscient que je placerai entre guillemets. Voilà. Alors, c'est pour ça que c'est comme disait notre vice-première ministre, Mme Guilbeault, on ne vient pas au monde violent, on le devient. Je parlais d'Alexandre Bissonnette et je fais une parenthèse rapide. Alexandre Bissonnette est un intimidé, lui aussi. Il a été intimidé, sauf qu'il est tombé sur l'autre versant de la montagne, tout simplement, avec la finalité du geste qu'il a commis. Ça n'excuse pas le geste, mais ça l'explique. Ça ne l'efface pas totalement dans ses conséquences ultimes, mais ça l'explique en bonne partie aussi. Je ne fais pas l'apologie de la violence au détriment d'une communauté entière qui a été touchée gravement par ça. Je fais juste contextualiser, mettre en contexte et pour expliquer en tant soit peu le pourquoi cette personne-là a commis ce geste-là, que ce n'est pas toujours celui qui appuie sur la détente qui est un éventuel tueur en bout de ligne.
Voilà. Séraphine, tu voulais parler? Quelqu'un d'autre voulait prendre la parole? Non, c'est correct. Fait Ah, que, est-ce que dans je sais pas s'il y avait panel, d'autres questions. oui, justement, est-ce que dans le panel, il y a quelqu'un qui aurait une préoccupation? On est à 15 minutes de la fin de l'atelier. Donc, ce serait bien d'avoir encore ou alors, on va donner la parole à M. Motabato par rapport à Christian qui pose la Oui, question. Est-ce qu'il serait possible que M. Motabato essaye d'expliquer un peu mot à mot qu'est-ce qu'ils ont vécu et pour faire comme un benchmarking? Parce qu'il faut dire la vérité, l'immigration en Europe est plus vieille que l'immigration de nouvelle génération ici au Canada, à Québec précisément. Et il faut dire que la situation d'intimidation peut être capable d'être enrayée si on va se servir au moins de l'expérience passée des autres pour comprendre comment est-ce qu'ils l'ont géré en Europe, comment ils l'ont géré en France, et ici, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de nouveau ou bien suggérer comme attitude afin de pouvoir vite enrayer la situation pour nous. Parce que nos enfants sont en train de grandir, la population va s'agrandir, mais comment contenir ce caractère d'intimidation pour empêcher de créer des soucis à l'avenir. Donc, s'il peut expliquer quelque chose, on serait très heureux de l'écouter, M. Motabatou. Est-ce qu'il est en ligne? allez voir dans la galerie View. Allô? Oui, il est là. Oui, on vous entend, M. Motabato. Motabato, excusez-moi. Oui, bonjour et merci. Bon, je n'avais pas vraiment prévu de parler, mais je vais juste brosser rapidement parce que c'est un très gros sujet et vous savez, les enfants, c'est notre avenir. Dans certains pays, on a essayé de bloquer cet élan-là, mais on aimerait que Québec, le Canada ne fasse pas les mêmes erreurs. Le premier point, c'est sur l'orientation systématique ou systémique de certains de nos enfants dans ce grand pays qu'on appelle la France, depuis plus de 50 ans, plus de, on va dire, 30 ans. Il y avait ce qu'on appelle une orientation systématique, je connais pas très bien le bon terme à utiliser, c'est-à-dire que lorsque nos enfants avaient une petite difficulté, peu importe laquelle, déjà, il faut comprendre que là-bas, il y a des dossiers. Je pense qu'ici aussi. Et au fur et à mesure que l'enfant évolue à l'école, au niveau de troisième, je connais pas quel niveau c'est l'équivalent ici au Québec. En troisième, bon, ben, on commence à faire des orientations et la plupart des enfants qui, selon l'appréciation, qu'on jugeait pas bon, n'allaient pas en école générale et en plus de ça, on les orientait directement dans des filières techniques ou sociales. Donc, Oui, ces c'est un peu gens-là, systémique, oui. ok, c'est parfait. Donc, ça, on a lutté pendant des années. Pourquoi je dis ça? C'est parce que vous savez que souvent, la plupart des enfants qui ont souvent un certain type d'intelligence ou une certaine manière de réfléchir, dont souvent les enfants atypiques, vont se retrouver là-bas. Et on a eu beaucoup de nos enfants très intelligents aussi qui sont passés par là et finalement qui demain deviennent n'importe quoi ou sont frustrés parce que n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient faire. On pourrait avoir des gens qui aimaient beaucoup les sciences, mais qui se retrouvent à devenir éboueurs ou autre parce qu'on a fait cette orientation-là. Donc ça, c'est un très gros combat. Mhm. Et maintenant, comme on parle de l'intimidation, comme je dis, j'ai pas un discours structuré, je ne pensais pas répondre. Sur l'intimidation, en fait, ça commence à la maison. Quand je dis la maison, ça commence via les parents, ce que les enfants entendent. Et le fait que la question du racisme est toujours latent. Et aujourd'hui, le racisme, comment il appelle, décomplexé, fait que des enfants entendent des choses et donc on va taper sur qui? On va taper sur celui qui ne nous ressemble pas. C'est celui qui est souvent racisé, je n'aime pas le terme, qui est différent. Et donc, c'est clair que pour revenir à l'école, bon, ben, la victime à choisir, la plus exemplaire, c'est celui qui ne me ressemble pas. Et là, il y a cette intimidation qui va commencer, qui semble naturelle pour ces enfants-là. Donc, non conscientisé, mais vraiment naturel parce que, bon, ben, c'est je vais pas utiliser les termes, c'est l'Africain pour ne pas dire le noir. Donc, ce qui se passe, c'est légitime. Et donc, maintenant, sur la dénonciation, rien n'est fait. Ça a toujours été le cas. Parce que, comme vous l'avez si bien mentionné, personne ne veut être dans les lumières, dans les spots, donc aucune école. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été
mises de côté. Les plaintes, c'est compliqué. C'est tout. Je veux simplement dire que tout ce travail-là, toute cette dureté-là qu'on a reçue, on a essayé de s'organiser. C'est ça le mot de la fin, en fait, s'organiser en bloc. Parce qu'individuellement, c'est très compliqué. Bon, c'est pour ça que des structures sont nées derrière, des associations sont nées derrière. Beaucoup de gens ont pris sur elles pour marcher dans une synergie commune, un combat commun. Parce que, comme je le dis toujours aussi à Québec, c'est que notre ennemi, dans ces grands pays-là, c'est le gouvernement, c'est l'État, et non mon frère et ma sœur à côté. Donc, c'est pour ça qu'on s'est toujours la plupart du temps organisé. Et Théo l'a dit, c'est un grand pays d'immigration, ça fait quand même 400 ans de contact. Et donc, logiquement, beaucoup de choses ont déjà été faites. Et idéalement, c'est d'essayer de prévenir ce qui va s'en venir ici en utilisant, en copiant déjà ce qui a été fait, en l'améliorant et en dans le contexte québécois, parce que ça reste un autre contexte. Et c'est ça. Donc, l'intimidation de l'autre côté, les signalements ne sont jamais pris ou n'étaient jamais pris en compte. Mais ça continue aujourd'hui. Hein, je veux dire, l'intimidation qui coûte le côté des minorités, il y a plus une question de discrimination et racisme, mais ce qu'on a entendu à la maison. Donc, c'est légitime de taper sur lui, là, parce que c'est comme ça. Mais il y a aussi l'intimidation en général, même qui est un problème. On se suicide beaucoup en France, il y a beaucoup d'intimidation. C'est une question compliquée, mais je ne parle pas de l'intimidation en général, je vais parler de celle qui nous concerne. Nous, je pense que c'est le sujet. C'est difficile de la remonter, c'est difficile que l'école fasse quelque chose. Et donc, derrière, il fallait passer par une structure tierce qui, elle, va se constituer en bloc pour venir parler devant ces institutions-là. Et c'est ça qu'il faut faire, parce qu'individuellement, il y a presque rien qui passe. Donc là, j'ai juste essayé de brosser le trait. Et Ouais. vraiment, félicitations pour ce que vous faites. Il faudra continuer. Merci, Montabato. Et j'ajouterais ce que vous avez dit pour compléter. Quand on dit que l'intimidation, ça part de chez soi à la maison, ça commence là. C'est là que tout débute, c'est l'embryon de l'affaire. Mon oncle, dont je vous parlais tantôt, je vous l'ai dit, il habitait sur la même rue que moi, là. Je le voyais souvent à la maison. Et à chaque fois qu'il me voyait, c'était « Salut, Lec! » Je ne répéterai pas les mots, là, mais assez traumatisant. Donc, et l'omerta de la famille, qui est des complices silencieux que j'appellerais, ben, ils sont silencieux. Pourquoi? Comme disait Montabato, pour ne pas être sous les faisceaux des projecteurs, pour ne pas avoir de troubles, pour ne pas se retrouver dans les beaux draps, dans les sales draps, et pour ne pas courir après les problèmes. Moi, mes parents me disaient, si tu ne cours pas après les problèmes, tu n'en auras pas de trouble, tu vas avoir une vie normale. Mais est-ce que devenir un artiste, c'est courir après les problèmes? C'était là, il y avait leur perception. Moi, j'avais les miennes. Je pense que j'ai fait prévaloir les miennes. À ma grande satisfaction personnelle et un peu à leur grande âme aussi. Mon père est mort, puis il m'a dit sur son lit de mort, moi, quand je lui ai dit, malgré toutes nos divergences, papa, je t'aime. Il m'a dit, c'est ça, va-t'en. Quelle sortie comme coup de pied de l'âme. Bon, alors voilà. On peut conclure en continuant. Quelqu'un veut prendre la parole, me le relais pendant que je vais me remettre de mes émotions et les laisser retomber au niveau du pont. OK. Merci, Théo. Ah ben, c'est merci d'avoir accepté d'être avec nous, M. Luc. Et puis, partager votre expérience, ça prouve effectivement que on n'a pas inventé la roue, mais on est juste en train de rappeler aux parents, de rappeler aux anciens, de rappeler à notre communauté qu'il y a un vice qui continue d'exister et qui existera, mais comment s'outiller pour être capable de passer au travers de tout ce que ça peut apporter comme obstacle. Parce qu'à la fin de la journée, c'est est-ce que l'enfant se sent en sécurité et quelles sont les responsabilités que nous, en tant que parents, nous devons nous assurer de répondre pour sécuriser nos enfants parce que l'enfant, toujours, son père est le plus fort, la mère est la plus belle et c'est elle qui prend mieux soin de lui. Donc, si l'enfant se retrouve dans la rue et qu'il a une certaine il rencontre une certaine adversité, le premier recours, ça sera la maison. Et si à la maison, l'enfant ne parle pas,
c'est qu'il y a un problème. Il y a peut-être un bris de confiance vis-à-vis de ces membres de la famille. Donc, on devrait être très ouvert et on va rejoindre Madame Annette Jean-Jacques en disant la communication reste le premier vecteur de transmission et qui sécurise tout le monde. Parler, communiquer et faire ensemble. L'enfant se sent sécure, il va dire quelque chose. Parce que mon fils, même à 7 ans, souvent il me parle et je veux parler, il me dit, papa, tu m'écoutes pas, laisse-moi parler. Et j'ai souvent honte et je m'arrête. Et ça, oui, c'est des petits signes. Parce que la prochaine fois, quand il viendra avec une frustration, puisqu'il sait déjà que tu ne l'écoutes pas, il ne te dira pas. Il vivra ça. Écoutez aussi bien que tu peux l'entendre, Théo. Ouais. C'est la chanson You can listen as well as you hear. OK. Écouter aussi bien que tu peux entendre. Et Ouais. entendre, c'est une chose, écouter, c'est encore mieux. Oui, c'est ça. Donc, moi, je pense que c'est, à mon avis, c'est la première source de résolution ou alors d'éloignement de ce sentiment d'intimidation. On doit rester fort. Je pense que c'est important d'avoir un lien de confiance pour que l'enfant se sente en sécurité pour aller voir maman ou papa pour dire ce qui ne va pas. Il y a des familles où ce qu'on a des périodes, des temps de partage, on s'assoit ensemble autour de la table et puis on partage, on dit ce qui nous dérange, ce qu'on n'a pas aimé de notre semaine, ce qu'on a aimé. Je pense que c'est peut-être le genre de choses qu'on pourrait installer dans nos familles parce que l'enfant doit se sentir en sécurité pour aller vous voir et vous expliquer ce qui le dérange, ce qui la dérange et savoir qu'il peut vous faire confiance parce que vous allez faire ce qu'il faut pour l'accompagner, pour l'aider, pour le défendre. Parce que si l'enfant n'a pas ça, écoutez, il s'en va vers un problème de santé mentale, puis ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Donc, oui, l'école a ses responsabilités, mais la première responsabilité appartient à vous, parents, parce que c'est votre enfant avant tout. Et vous avez le droit aussi de défendre vos droits, de défendre les droits de vos enfants. La loi le reconnaît. Donc, vous n'avez rien à perdre, vous n'avez rien à craindre. Au contraire, vous avez tout à gagner. Votre enfant compte sur vous. Et on ne peut pas s'entre-déchirer au-dessus de la tête d'un enfant éternellement. Non. Parce que ça devient toxique et l'enfant le sait, il le sent. C'est instinctif. Alors, il aura le réflexe de se réfugier dans sa carapace de silence et ne pas communiquer avec ses parents. Voilà. Ce lien de confiance est désormais aboli. Et attention aux gestes qu'on pose aussi vis-à-vis de nos enfants. Hein? C'est vrai. Donc, c'est des gestes qu'il va répéter. L'enfant qui ne fait pas ce qu'on dit, puis qu'on punit de façon trop excessive, il faut faire attention à tout ça aussi. C'est des choses qu'il peut reproduire. L'enfant ne fait pas ce qu'on lui dit, mais il fait ce qu'il nous voit faire aussi. Attention aux gestes que nous posons aussi dans nos familles. Voilà. Il y a un adage qui dit que nos enfants ne nous écoutent pas, ils nous regardent. Voilà. Bon, c'est ça. Ben, merci. Merci à tout le monde. Si on peut conclure, ben, c'est juste dire merci à tous ceux qui ont pu avoir un petit temps pour se connecter à l'activité de ce matin. Et dans le chat, je pense que Théo a mis les coordonnées de la clinique. Si quelqu'un est dans le besoin, nous sommes là pour vous accompagner. Ne restez pas seul. Toujours chercher des ressources lorsqu'on est face à une situation. Ne jamais rester seul parce que c'est plus dangereux d'être seul. On ne sait pas quoi faire. On n'est pas capable d'agir comme il faut et du coup, on va se retrouver dans un vice tout seul. Fait que demandez de l'aide. On est là pour vous aider. Et merci d'être là ce matin et à bientôt au prochain atelier. Je crois que c'est le 9 novembre. On va parler de... je crois que c'est... avec la CDPJ. Les droits, oui, avec la CDPJ, des droits des enfants signalés. Oui. Les droits des enfants signalés avec la CDPJ. Parce qu'il faut amener une précision. Il faut amener une précision. Nous, dans la clinique, comme a dit Madame Annette, à l'école, ils font l'accompagnement pour les enfants. Les parents pour les accompagner. Mais nous, à la clinique, on ne travaille pas avec les enfants. On n'a pas le droit. On travaille avec les parents. Les parents pour être capables de comprendre les enjeux auxquels ils vont faire face. Parce que quand on parle des droits des enfants,
effectivement, dans nos communautés immigrantes ici, de plus en plus, les problèmes s'élèvent avec des enfants en âge d'adolescence, 14 ans en montant, parce qu'ils affirment leur personnalité, ils commencent à comme réclamer un peu plus de place. Et pour certains parents, c'est des enjeux auxquels ils ne sont pas préparés à faire face. Et ça crée donc un bris de confiance. Et ça, par contre, c'est parce que les enfants ont un droit sur lequel ils doivent aussi être capables d'évoluer. Oui, Madame Jean. Peut-être que je me suis mal exprimée, mais je fais le même travail que vous au niveau du coaching. C'est l'accompagnement parental, hein? Oui, Je oui. c'est ça. n'accompagne pas les enfants, j'accompagne les parents. Ah non, ça, je dis par rapport. Non, là, je parlais du plan par rapport à l'école. Quand vous Ah, dites- d'accord, Non, non, d'accord, je comprends. je sais. Justement, je vais séparer parce que je vais faire la différence pour nos parents qui nous écoutent. C'est que nous, on travaille plus avec des parents. Mais vous avez deux casquettes. Vous êtes enseignante, Oui, c'est ça que vous parliez de ça. voilà. Et après, vous êtes coach parce que il faut faire la différence entre les deux. C'est pour ça que j'insiste. Ouais. Ah, d'accord. Donc, D'où nous, le on nom qui est- d'un groupe communautaire qui s'appelle Parents Espoir. Hmm. C'est sur ce beau mot-là que je vous quitte. Ben, merci. Donc, Merci. nos services aussi, on offre un service d'accompagnement pour les pères parce qu'il y a des papas qui se retrouvent dans des situations où ils vivent des frustrations, même dans leur famille, mais ils ne peuvent pas ils ont la difficulté à s'exprimer. Nous, on a aussi cet accompagnement qu'on offre pour les parents, les pères particulièrement, à se faire accompagner, à pouvoir exprimer et apprendre à mieux se comprendre parce que souvent, les mamans ont beaucoup de services qui sont mis à leur disposition pour les encadrer. Mais de plus en plus, les problèmes qui sont en train d'être résolus ne trouvent pas de solution parce qu'il y a une partie de la situation qui n'est pas prise en considération. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics mettent beaucoup de moyens pour être capables de travailler sur le bien-être des hommes également. Ça, il faut que les gens le sachent. Les femmes ont beaucoup de services, les hommes aussi commencent à en avoir. C'est pour ça, par exemple, il y a le comité régional de santé et de bien-être des hommes qui existe et les gens ne savent pas que ça existe. Donc, ça veut dire que le gouvernement sait qu'il y a ces problèmes qu'il faut être capable de résoudre. Et là, on intervient dans ce sens-là. On a aussi les personnes judiciarisées. Vous allez voir, il y a beaucoup de parents qui se retrouvent dans des situations où ils sont incarcérés pour des raisons diverses. Ça peut être de la violence conjugale, ça peut être pour d'autres faits. Et une fois qu'ils sont sortis et qu'ils sont mis en liberté, il y a des défis auxquels ils doivent faire face pour se resocialiser et recontextualiser leurs responsabilités parentales. Nous, on travaille avec ces personnes parce qu'on suit des formations de mise à niveau qui permettent d'accompagner les personnes judiciarisées. Donc, c'est des petites choses que nous essayons de travailler à mettre en place dans nos communautés parce que les services qui existent ne sont pas adaptés, ne sont pas personnalisés par rapport à la diversité culturelle et particulièrement la clientèle immigrante. C'est des spécificités que nous voulons essayer d'aller apporter et travailler de fond en comble dans nos communautés pour sécuriser davantage le tissu social. Donc, je ne vais pas être plus long. Pour ceux qui auront besoin d'avoir plus d'informations à propos, veuillez nous contacter, comme Séraphine disait tantôt, dans le chat, on a laissé le numéro de téléphone, le courriel, et sur notre site web, vous pouvez voir les services qui sont offerts également. Et par rapport à la clientèle des étudiants internationaux dont Séraphine a fait allusion tantôt, les étudiants internationaux vivent beaucoup de défis par rapport à leur responsabilité académique, familiale, mais aussi leur intégration sociale. Et il y a une assurance auquel ils ont droit qui couvre jusqu'à $400 sur les factures qu'ils peuvent être capables d'engager lorsqu'ils ont besoin d'un accompagnement. Donc, ils peuvent aussi, pour ceux qui en ont besoin, nous contacter. On va leur dire la procédure pour avoir accès à ces financements-là. Donc, sur ce, s'il n'y a plus personne qui a une préoccupation, on va simplement vous remercier et vous inviter à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Scène Coaching ou notamment sur Métissage Québec officiel où nous publions beaucoup d'activités, notamment la prochaine qui aura lieu le 10 novembre, le 9 novembre d'abord pour la CDPJ et puis le 10 novembre avec Découvrir Haïti qui sera également une thématique sur les personnes qui ont été adoptées, quels sont les défis auxquels ils sont confrontés pour leur intégration sociale. Parce que c'est des personnes qui tombent entre deux chaises. Leur culture d'origine
et leur culture du pays d'adoption ou de la famille qui a adopté, à la fin, ils sont en quête d'identité. Et ces personnes vivent des frustrations que nous autres, nous n'avons peut-être pas souvent connaissance ou à laquelle on n'est pas au parfum. Et on leur a donné cette occasion de pouvoir s'exprimer. Donc, suivez cette conférence qui sera faite en ligne, mais aussi en présentiel. Sur la fiche, l'annonce est sur la page Facebook de Métissage Québec. Voilà un peu les prochains jours, ce qu'on peut vous annoncer comme événement à venir. Donc, merci. Merci Théo. Merci, au revoir et merci à tout le monde. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous tous. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Merci. À la prochaine, n'oubliez pas de nous envoyer le lien. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Oui, on va l'enregistrer et puis on le mettra sur le lien de Facebook. Merci. Parfait. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Contente d'avoir fait votre connaissance, M. Vigneault. Moi de même.